Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino. Kolia na apeti. Messieurs et dames, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Nous allons parler de la loi, impérativement de la loi, de la CENI, de la SENCO, la position de l'Église catholique, bref, l'actualité. On en parle avec Maître Oscar Moubiaï, qui vient de Lille. Je ne sais pas s'il a été encore, il a été aussi à Bruxelles. Est-ce qu'il a fait le tour de tout ça? Comment allez-vous, Maître Oscar? Mais je suis heureux de vous retrouver après un petit temps d'absence. Oui. Voilà, on est content. Comment ça s'est passé c'était quoi, un congé? Vous êtes rentré voir la famille? Un repli stratégique. Repli stratégique, très bien. Mais alors, après vous, il y a eu beaucoup de choses quand même. Hein? Après vous, il y a eu la proposition de Tiani, qui a été portée par Pouloulou, et je peux le dire sans crainte, celui qui a vraiment, je veux dire, fait planter cette proposition, cette réflexion de loi, pour moi, c'est Pouloulou, qui l'a très mal abordé, malheureusement. Et puis, il y a eu la proposition du professeur Mbaou sur la dot. Il y a quand même eu beaucoup de choses comme ça. Alors, vous arrivez, vous trouvez la question de la CENI. Ben, bref, comme on dit, le Congo ne manque pas d'actualité. Votre point de vue d'abord sur la question, la réflexion de Noël Tiani. Mais écoutez, comme vous le savez, sur votre plateau, on avait déjà indiqué notre point de vue et que nous avions salué cette loi Tiani, dans la mesure où c'est une loi qui nous invite à une réflexion nationale, puisque nous ne devons pas vivre comme des bêtes, mais comme des hommes qui réfléchissent non pas pour aujourd'hui, mais pour générations futures. Et comme vous le savez, chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. Comme François Fanon le disait. Voilà. Et comme nous avons ce devoir de l'avenir, nous devons nous interroger sur des populations
qui habitent sur notre territoire. Les États-nations, comme on les appelle, aujourd'hui, il y a la mondialisation. Bien qu'il y a cette mondialisation où le monde est appelé à devenir un village planétaire, mais les nations ne sont pas mortes. De telle sorte que la question des nationalités se pose pour savoir qui est le nôtre sur notre territoire et qui ne l'est pas. Et quand on dit ça, on n'exclut pas les autres. Mais il y a des gens qui estiment, par exemple, qu'il y a beaucoup d'autres choses à discuter sur. Il y a beaucoup de lois d'ailleurs qu'il faut finalement, je veux dire, porter. Mais cette loi a des caractères, comme l'a dit le cardinal, des caractères, pardon, conflictuels, conflictogènes, des caractères de division, de séparation, parce que du coup les gens s'indexent, parce qu'à la fin, qui est-ce que vous condamnez? Qu'est-ce que l'enfant a à voir avec les relations de ses parents avant même qu'il naisse? Il n'a rien à voir, l'enfant qui est né d'un père congolais et d'une mère algérienne. Qu'est-ce que cet enfant-là, lui, a fait pour lui dire que vous ne pouvez pas postuler parce que vos parents se sont rencontrés dans telles conditions, dans telles circonstances? Est-ce que vous n'êtes pas en train de condamner des générations avant même qu'elles naissent? Non, voilà. Il y a une chanson, on ne choisit pas ses parents. Être né quelque part, ce n'est qu'un hasard de la nature. Et donc, vu de cette manière-là, c'est que ceux qui disent que la loi est conflictogène, ça ne repose sur aucune logique. Mais moi, je vous dirais, je vous donnerai des logiques. Parce que c'est déjà la division, le fait de, pour moi, attendez, M. Oscar, je suis né d'un père congolais et d'une mère française. Vous me demandez de ne pas briguer la présidence. Pour quel motif? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les relations de mon père et de ma mère? Monsieur Christian Bossembe, vous avez l'avantage d'avoir un père qui est bâtonnier, que je salue parce que je suis avocat, qui est notre bâtonnier. Oui. N'est-ce pas? Et que, est-ce que l'on peut considérer que les enfants nés du bâtonnier Bossembe, quand ils disent qu'ils sont du père bâtonnier Bossembe, peuvent entrer en conflit entre eux-mêmes par rapport à leur filiation? La réponse est non. Est-ce que les enfants nés du père Bossembe peuvent dire à leurs cousins, bien que notre père et le vôtre soient nés d'un même père qui est notre grand-père, mais il faudra qu'on puisse comprendre que chaque famille a son noyau. Donc, vous êtes nos cousins, mais vous n'êtes pas nos frères de Bossembe. Et ça pose problème. Donc, même au niveau de famille, l'on doit savoir d'où l'on vient et de qui l'on appartient. Alors, nous ne pouvons pas être une nation fourre-tout, mais ça ne peut en aucun cas entraîner conflit entre les Congolais. Parce que les enfants là, dont on dit l'enfant est né quelque part, mais tout enfant a besoin de connaître ses origines. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de Noirs américains qui reviennent en Afrique pour savoir s'ils sont venus du Cameroun, du Congo-Kinshasa, ils sont toujours à la recherche de leur origine. Donc, toute personne est à la recherche de son origine. On ne peut pas refuser aux Congolais de ne pas se dire Congolais. Donc, on doit transmettre à nos enfants, parce que la nationalité transmet deux sentiments forts, qui est une reconnaissance et qui est aussi un engagement. Et donc, nous devons être face à notre destin, aimer le Congo, donner l'amour du Congo. Et pour cela, on doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Oui, mais... En quoi ça peut être conflictogène? Oui, mais là, vous parlez des Congolais. Ici, on n'est pas en train de parler d'autres choses. On parle des Congolais. Mais non, vous, dans les Congolais, là, vous voulez encore aller exclure. Comme je répète encore une fois, ce ne sont pas mes points de vue, c'est le point de vue du cardinal, de certains prêtres, de certains acteurs politiques, de certains partis politiques qui estiment que quand on est Congolais, c'est suffisant. On est Congolais, on l'est, et bon, ça s'arrête là. Mais quand vous voulez maintenant dire, non, vous êtes Congolais de père, et vous êtes Congolais de mère, je crains qu'on ait des Congolais de sœurs, des Congolais de frères, ça va être très compliqué sur la question. Bon, fixons d'abord très clairement les choses. Sur la loi de la nationalité, il y a des confusions qui sont délibérément entretenues. Comme le fait de l'intituler d'abord loi de la nationalité. Pour Noël Tiani, il ne s'agit pas d'une loi de la nationalité, il s'agit plutôt de verrous aux fonctions régaliennes. Mais c'est vrai, sur les fonctions régaliennes, il en a fait toute une liste et finalement ça devient compliqué. Il ne faudra pas
que notre frère et ami Noël Tchani puisse reculer face à des pressions pour commencer à chercher à reculer, commencer à dire non. Justement, mais c'est pas la nationalité, c'est la loi Batoska. relative. Comment ça la nationalité? Bon, écoutez, Tchani a beau avoir initié cette loi, mais une fois qu'une réflexion est lancée sur la place publique, elle ne vous appartient plus. Donc, il nous appartient de modeler et de profiter de cette occasion et de cette opportunité de fixer une fois pour toutes les choses sur la nationalité. Vous savez que le Congo fait l'objet de plusieurs convoitises et qu'au nom de la nationalité, nous avons eu des guerres, des rébellions, soi-disant qu'il y a une tranche de population congolaise qui aurait été exclue et au nom de la quête de cette nationalité, on a pris les armes contre nous. Nous ne pouvons pas tolérer, admettre que l'on prenne les armes contre nous pour nous déposséder de nos territoires sans que nous puissions être en mesure de nous défendre. Donc, de tout temps et en tout lieu, les personnes, chaque peuple a protégé son territoire et donc sa nationalité et a pris les armes pour ce qu'il fallait prendre les armes. Et aujourd'hui, comme nous ne sommes plus à l'époque où on prenait les armes, donc à l'époque non civilisée, aujourd'hui, on protège la nationalité à travers des lois. Et partout et en tout lieu, vous avez des lois de lutte contre l'immigration. En Europe, l'Europe protège son territoire et vous savez que la question des nationalités, de l'immigration, c'est un enjeu important et on peut perdre les élections tout simplement parce qu'on n'a pas bien abordé la question de l'immigration, comment on lutte contre l'immigration. Et en ce qui nous concerne, si nous disons, bon, ça m'étonne, hein, moi je suis un ancien séminariste, je me doute fort que le cardinal puisse considérer que la loi sur la nationalité est conflictogène, parce que... Je rappelle qu'on ne s'entend pas avec vous sur la question de nationalité. Pour moi, ce n'est pas une loi de nationalité, c'est une loi de verrou de fonction régalienne. Parce que la loi ne parle pas de qui est congolais, qui ne l'est pas. Cette loi dit simplement que pour postuler... Il faut être congolais. Et, oui, il faut être congolais d'origine. De père et de mère. Oui, de père et de mère. Ouais, Bon, encore alors, que de père et de mère, c'est compliqué. Mais je peux être congolais de père d'acquisition, de mère d'acquisition, et puis bon, je deviens congolais. Hein, et ça, mettons-nous d'accord. Ouais. D'origine, ça me convient. Mettons-nous d'accord pour déjà dire que quand on considère que pour que la loi Tchani puisse passer, qu'il faille une révision constitutionnelle, je m'inscris en faux. Alors, la loi Tchani n'appelle pas une révision constitutionnelle. Première considération. Deuxième considération. Quand on considère que la loi Tchani entraîne une exclusion et on s'appuie sur certains articles de la Constitution, article 13, article 61, c'est une lecture franchement erronée parce que la loi Tchani n'apporte aucune exclusion. La loi Tchani pose les conditions de qui est congolais. Qui est congolais, c'est ça que vous dites. Hein? Voilà. Est-ce que vous vous permettez, je vais d'abord me lever pour voir si j'ai ma constitution. Vous ici. pouvez prendre la constitution. Je vais voir. Et que nous pouvons balayer d'un revers de la main. Très bien. Tous ceux-là qui ont considéré qu'il y avait violation de l'article 13 et faille révision de la Constitution. Bon, vous savez... Je vais chercher où ma Constitution va me la donner carrément. Hein? Je n'ai jamais été d'accord avec le principe selon lequel ne devient pas constitutionnel ce qu'il le veut, mais... Je sais, vous vous attaquez toujours. Mais je veux avoir la copie de la Constitution. Je risque de donner raison à l'auteur de cette formule célèbre, parce que, bon, tout le monde maintenant passe devant vous, on a violé la Constitution, on a violé l'article 13, on a violé l'article 61. Toutes ces choses-là ne me semblent pas aller dans le bon sens. Alors, mais pendant qu'on y est, oui. La grande question et la question fondamentale, c'est toujours celle de savoir, parce que vous dites qu'elle ne viole pas la Constitution. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'article 10 de la Constitution? Le temps pour moi de retrouver ma copie tout à l'heure. L'article 10 de la Constitution, parce que je vais finalement l'avoir. L'article 10 de la Constitution, c'est l'article même qui est le siège de la matière, qui définit... Ça y est, je la trouve. Qui définit qui est congolais et comment l'on devient congolais. C'est l'article 10, hein? L'article 10. Vous voulez que je lise l'article 10? Pose les principes. Oui, vous allez le lire. L'article 10 pose les principes
de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Donc, cette nationalité qui ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. C'est ça le principe d'exclusivité. Et cet article 10 définit qui est congolais. Définit que l'on est congolais soit d'origine, soit par acquisition. Voilà, pose les principes et renvoie à une loi organique pour déterminer les conditions ou les conditionnalités. Et si je vous disais que cet article est mal rédigé, est-ce que vous serez d'accord avec moi? Non, Qui a des fautes de rédaction, seriez-vous d'accord avec moi? Bon, les fautes De rédaction, je veux dire. Mais ça, ce sont des coquilles, on peut dire. Mais après, nous sommes intelligents pour... Mais si, ça nous envoie quand même dans une mauvaise posture. Ça nous met dans une mauvaise posture. Non, je vous donne un exemple. Très bien. Il y a une loi en France. Si l'on interprétait de manière littérale cette loi, l'on comprendrait qu'il était interdit de descendre du train quand le train est en gare. Et donc, comme il est illogique qu'on puisse descendre du train quand il est en marche. Mais si on interprétait cette loi-là de manière littérale, l'on comprendrait que le législateur a voulu interdire qu'on ne descende du train pendant qu'il est en gare, donc pendant qu'il est en arrêt. Alors, à l'arrêt, et donc, l'on a interprété, c'est pour ça que vous êtes juriste, M. Christian, c'est pour cela que les gens vous suivent. Alors, maintenant, on ne peut pas interpréter les lois de manière littérale. Mais alors, ça, on grave. a trouvé l'intelligence. Ici, c'est grave. C'est pas que... Permettez que je lise, comme ça vous allez comprendre. Voici ce que la loi congolaise dit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Très bien. C'est déjà le premier problème d'exclusion ici. Non. Si, parce qu'on exclut. Je vous donne un petit cas. Oui. Votre fille qui est en Belgique, Oui. ou votre fille qui est en France, Oui. des pères et des mères congolaises, Oui. mais elle opte pour une autre nationalité. Oui. Pourquoi elle perdra la nôtre? Pour quelle raison? Parce que la nôtre, nous l'avons voulu non concurrente. Pourquoi? Mais écoutez, je vous donne un exemple simple. Mais la difficulté, c'est de commencer à demander pourquoi. Non, la loi, quand la loi est une volonté d'une société. Ok, nous, Congolais, nous avons voulu comme ça. Ah, vous, Français, vous avez voulu de cette manière-là. Vous, Américains, vous avez voulu de cette autre manière-là. Vous savez qu'en France, on considère que la nationalité, l'acquisition d'une nationalité n'est pas un droit, mais une faveur de la communauté. Donc, la communauté française vous accueille chez elle. C'est pour cela qu'on dit nous sommes chez nous. Il faut qu'on développe un chez nous. Oui, mais là, et vous êtes dans une un autre... chez nous que nous puissions admettre qui nous voulons pour entrer dans notre communauté. Et donc, quand on dit pourquoi ça, non, pourquoi ça? Parce que nous avons voulu comme ça. Non, mais et donc, vous savez que cette constitution, elle est conflictogène. Ça, vous le savez quand même, non? Que beaucoup de Congolais n'ont pas accepté cette constitution. Moi, en premier. Et on était nombreux à ne pas accepter cette constitution. Ça, c'est de un. De deux, cette constitution a été, finalement, on va quand même se le dire, hein, cette constitution n'a pas été vulgarisée comme on l'aurait voulu. On nous a dit, sur base de la démagogie, que si vous choisissez la constitution, le pays va se reconstruire. Si vous choisissez la constitution, il n'y aura pas de guerre. Donc, les gens n'ont pas accepté cette constitution parce qu'elle était belle, mais les gens ont dit qu'il fallait la choisir, elle, parce qu'on allait mettre fin à la belligérance. Donc, cette constitution elle-même a des problèmes congénitaux parce qu'on ne l'a pas lue, on ne l'a pas vue suffisamment. Alors, de ce fait, Thomas Mann, que vous connaissez, John Locke et bien d'autres, estiment que lorsque des lois n'ont pas été discutées au préalable, ces lois deviennent généralement de véritables problèmes demain. Et aujourd'hui, votre fille ou votre garçon, quand il viendra construire une maison ici pour faire son affaire, on lui dira, ben, t'es français, t'es pas congolais. Bon, alors qu'il est des pères et des mères. Déjà, sur cette question, je vous réponds. Oui, allez-y. Ma fille, qui est de père et de mère congolais, oui. Si elle revient au Congo pour recouvrer sa nationalité congolaise, on ne peut pas la lui refuser. Oui, mais elle va perdre sa nationalité française. Mais c'est un choix. Mais pourquoi? La question du pourquoi repose sur l'essentiel même. Parce que vous dites le nous. Mais ici, il n'y a pas eu de nous. Voilà. Ici, il y a eu un nous imposé. Ici, il n'y a pas eu un nous d'adhésion. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Je comprends très bien. Oui. Déjà, je vais vous apaiser. Oui. Parce que ça risque d'être un autre débat. Vous savez que parmi le premier
nous avons été ici avec vous et nous sommes de ceux-là qui prenons la 4e République. Et le changement de la Et Constitution. donc, qui prenons le changement de cette Constitution. Ouais. Donc, on ne peut pas se perdre dans Très le bien. débat. On continue. Mais maintenant, Mm. nous sommes sur des lois. En attendant que cette Constitution, nous puissions sortir de cette Constitution, On l'accepte d'abord. nous l'acceptons parce que nous sommes positivistes. OK? Je suis bien La d'accord. loi est dure, mais c'est la loi. Mm. Mauvaise qu'elle soit, nous sommes hommes pour la rendre Très parfaite. bien. Je continue. Alors, donc, sur Mm. cette question-là, vous prenez l'article, je crois, 32 sur la loi sur la nationalité, la loi de 2004. Mm. Il est prévu que quand on est Congolais d'origine, on ne peut pas perdre, n'est-ce pas, sa nationalité. Dans l'irrévocabilité. On peut... Non, le terme irrévocabilité me paraît un terme malheureux. Je ne suis pas pour l'irrévocabilité et je ne suis pas d'accord quand on considère qu'on va prôner un principe d'irrévocabilité, mais c'est déjà prévu, il faut qu'on lise. Le problème au Congo, on veut tout simplement légiférer pour légiférer et sur des choses qui ne soient pas peut-être essentielles. Et qu'on ne peut pas, on n'a pas ce qu'on appelle la légistique. Parce qu'avant de pouvoir légiférer, il y a ce qu'on appelle légistique, on doit voir si une loi ne contredit pas une autre. Et donc, on va faire une lecture transversale. Et alors, sur l'irrévocabilité, la loi de 2004 dit ceci, que quand on est Congolais d'origine, on peut recouvrer sa nationalité en faisant tout simplement une déclaration. Très bien. Alors Voilà. moi, c'est pas là où je suis. On va évoluer. Là, Oui. le deuxième paragraphe, non, le troisième. Voici ce que la loi dit. Oui. Après qu'elle ait parlé des possibilités d'origine ou d'acquisition individuelle. Oui. Est Congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dans les personnes, je ne sais pas si on comprend, dans les personnes et le territoire, constitué ce qui est devenu le Congo. Aujourd'hui. Ok, on va prendre les personnes, on va laisser les territoires. Les personnes. Est-ce que dans les personnes, ça suppose toute personne d'origine différente appartenant à cette tribu-là, ou venue, je vais parler par exemple lors du regroupement ou du recensement de ces choses-là. Supposons qu'un Marocain ou un Gabonais... Je vous comprends, Christian, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est en cela, je trouve, l'ingéniosité de votre question. Mais c'est pour cela, parce que là, vous avez, quand vous faites une lecture de la Constitution, et vous avez raison, que l'on puisse sortir de cette Constitution qui a été mal rédigée. Je suis désolé que les gens s'étarguent d'avoir été à Sun City pour nous produire des chiffons comme ça. Parce que quand on dit toute personne, mais toute personne, c'est qui toute personne? Ah ben, je comprends rien. Parce qu'avant que le Congo ne devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, sur les territoires qui sont des colonies, en fait, parce que le Congo était une colonie belge, sur la colonie belge habitaient les Italiens, les Français, les Polonais, Allemands, les Polonais. Tout le reste. Alors, quand vous dites toute personne, donc il suffit d'avoir été polonais et avant 1960, vous étiez à Goma pour vous aventurer dans le pillage de nos richesses, parce que ça, il faut parler aussi des lois mapping et consorts, que vous puissiez dire, ben, j'étais moi là avant 60 et donc moi, bon, voilà. Est-ce que le groupe ethnique n'est pas un verrou pour eux? Parce qu'ils disent non, on a parlé de groupes ethniques, donc que ces personnes-là se retrouvent dans les groupes ethniques. Mais la grande question, c'est comment étaient constitués ces groupes ethniques? Parce que on se rappelle à l'époque qu'il y avait le Rwanda-Urundi. Oui, la RDC, le Burundi et comment on appelle ça, le Rwanda. On était tous, on va dire, une seule chose à la limite. Oui. Un même peuple. Un même peuple, on va dire. Alors, donc, comment ça s'explique cette histoire d'origine? Ce qu'il faille retenir, c'est que nous avons l'obligation, tout à l'heure, je vous ai indiqué, et c'est pour ça que je salue par ailleurs ce que vous faites en termes de combat. Nous avons l'obligation en tant qu'intellectuels, et nous avons une mission, n'est-ce pas, de pouvoir préparer notre génération future. Aujourd'hui, il ne faut pas, même s'il y a des menaces, il ne faudra pas qu'on puisse pratiquer la langue de bois. La réalité, tout le monde connaît cette réalité-là. Ce qui nous pose problème par rapport à la nationalité, c'est nos amis rwandais qui veulent nous envahir et ils passent à travers une ethnie qui n'a jamais existé, qu'on a appelée les Banyamulenge. Est-ce que ce n'est pas une rwandophobie, carrément?
Non, pas une rwandophobie, mais pourquoi? On a accueilli les Rwandais ici, nous avons étudié avec eux, nous leur avons tout donné. Mais quand on vous donne tout, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas chez vous. C'est cela qu'il faut qu'on puisse dire. Vous n'êtes pas chez vous. Malheureusement, nous n'avons pas ici au Congo des partis dits d'extrême droite qui rappellent aux gens que vous n'êtes pas chez vous. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous devez vous tenir comme étranger, donc dans la discipline d'un pays. Alors, donc les Rwandais sont le seul peuple au monde qui ont plus bénéficié du Congo du temps de Mobutu et qui continuent à bénéficier du Congo maintenant, pas en termes de bénéfices, mais en termes de pillage. Et donc, ces gens-là, pour apaiser leur appétit inassouvi, ceux qui se sont retrouvés à Santi City, qui étaient tous par ailleurs nourris aux mamelles des Rwandais, donc les belligérants, parce que tout le monde et les dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, bon, à l'exception de notre président de la République et beaucoup d'autres qui sont derrière lui, les restes, ce sont des anciens rebelles. Voilà les rebelles qui nous dirigent et qui entrent dans les institutions et qui confectionnent nos lois. Et pour cela, ils ont voulu apaiser le Rwanda en mettant cette disposition-là inutile qui doit sauter de nos lois. Et donc, la loi Tchani a à être saluée parce qu'elle permettra que l'on corrige. C'est pour ça qu'il faut aller creuser dans la réflexion et non pas rester superficiel. Bon, on veut bien que ce soit honorable Pololo qui porte cette loi-là, mais on comprend que la complexité de la loi fait que lui n'étant pas juriste, il va se retrouver avec ce qui se disent constitutionnalistes. Oui, ça l'a totalement embrouillé en tout cas. Parce que là, finalement, il est rentré dans Mobutu, il est rentré dans la nationalité de Mobutu, il est rentré dans la nationalité de Mobutu. Mais parce qu'il était en face, c'est des gens de mauvaise foi. Ouais. Comme on dit chez les aveugles, les borgnes. Mais lui-même n'était pas non plus outillé, il faut quand même le dire. Hein, parce que quand on arrive à dire que Kissinger était une femme, c'est quand même compliqué, non? Lui, il n'est que parlementaire. Ouais. Un parlementaire, vous savez qu'il peut être... on peut prendre un paysan. Hein. Votre grand-père qui n'a jamais été à l'école peut devenir député parce que le peuple l'aime. Maintenant, ils doivent que porter la loi et il doit être accompagné par, évidemment, les experts à la matière. Pourquoi les gens d'ensemble se sentent menacés par cette loi? Parce que toutes les voix sont allées dans cette direction-là. Aujourd'hui, la loi Tchani nous apporte l'occasion de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous savez, quand on arrive au Congo, tous venant de l'Europe, il y a maintenant, on vous dit, quand vous arrivez à l'immigration, on vous dit pour les nationaux, pour les étrangers. C'est là on découvre quelqu'un que vous croyez être congolais avec vous, et quand il faut s'aligner, il va aller vers les non-congolais, il va dire pour les expatriés. Il va du côté expatrié. Et vous comprenez, ah bon, tiens, ce type n'a jamais été congolais parce qu'il a un passeport français. Il va aller vers les Français. Mais aujourd'hui, la loi Tchani nous permet que les gens ne se camouflent plus. Vous savez qu'il y a eu le moratoire, n'est-ce pas, quand il y a été soulevé la question de nationalité sous les anciens parlements. Là. Il y a un moratoire auquel on n'a jamais mis fin. Bon. Aujourd'hui, la loi Tchani nous permet un critère simple. Toute personne que vous verrez en train de combattre la loi Tchani, ce n'est pas un Congolais. Ça veut dire quoi ça? Dites-moi, donnez-moi un exemple. Soit il n'est pas un Congolais, soit c'est un Congolais de service. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit ça momentanément parce qu'il est payé. Un homme qui n'est pas payé, qui n'est pas au service d'un étranger qui le paye et qui est Congolais sans intérêt autre que l'intérêt supérieur du Congo, vous ne le verrez pas en train de combattre. Non, mais le cardinal Ambongo n'est pas un Congolais de service. Mais j'ai donné des critères. Oui. Ben, il n'est pas un Congolais de service, il est Congolais d'origine. Et de père et de mère. Et puis en plus, il n'est pas de service. Expliquez-moi. Pourtant, il est contre. Je vous donne un exemple. Expliquez-moi. Oui. Votre père décède. Et je ne souhaite pas la mort à votre père. Non, il vivra encore longtemps. Je crois qu'il a 30 ans de plus. Très bien. Il doit assister au mariage de Christian Philippe. Quand votre père décède, oui, il s'ouvre une succession. On est bien d'accord. Et quand une succession s'ouvre, on va demander qui sont les Bossembe pour venir à la succession. On est 10, on sera là tous 10. Bon, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voyez maintenant votre cousin, l'enfant de votre oncle paternel, venir pour se dire Bossembe. Non, on va lui rappeler son père. On va lui rappeler son père. Simple, il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce que vous avez déjà vu maintenant un Bossembe qui est en train de dire non, tous nous sommes les enfants de notre arrière-grand-père et tout le monde là est devenu
Bossembe parce que nous avons un coco commun. C'est là la vérité. La vérité aujourd'hui, les Congolais disent quoi? Disent que nous devons laisser que les Congolais soient connus parce qu'il y a trop de confusion sur qui est Congolais, qui ne l'est pas. Encore qu'il faut prouver qu'on est Congolais. Comment vous allez le prouver? 24 ans plus tard, nous n'avons pas de carte pour citoyens. Donc, aucune preuve d'identification. Aucune preuve que... Parce que, Maître Oscar, si je vous pose aujourd'hui la question, prouvez-moi que vous êtes Congolais, vous allez me raconter votre vie. La preuve que je suis Congolais. C'est laquelle? La preuve que je vous apporte la preuve. Oui. Nous sommes sur un régime de preuve. Mais avant qu'on soit sur un régime de preuve, Oui. vous êtes dans une approche strictement juridique parce que vous êtes juriste. Or, la question des nationalités soulève plusieurs lectures transversales d'ordre sociologique. Et la nationalité, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que vouloir vivre à un endroit, vouloir appartenir, la nationalité, c'est réclamer une appartenance. Donc, à partir de là, la question liée à des preuves, parce que nous avons l'insuffisance administrative où nous n'avons pas encore de carte d'identité. Mais nous nous reconnaissons Congolais par notre revendication de dire que nous... Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire. Mais tout le monde qui veut le faire, tout le monde qui veut le faire ne prend pas une arme pour dire que je suis Congolais, j'ai tué les Congolais. Mais qui a pris une arme pour dire qu'on est Congolais? Ah, vous en connaissez, non? Non, moi, je ne connais pas, hein, dites-moi. Ah ben, vous voulez dire que nos frères ne sont pas morts à Béni? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont issus de la rébellion et qui, malheureusement, ont été admis, parce que si notre peuple était sévère, tout le monde qui a pris les armes contre les Congolais ne devait pas être dans les... Ah, mais moi, je peux vous dire que Bemba est des pères et des mères congolais, mais il a pris les armes. Il a pris les armes, c'était un ancien rebelle. Je vais vous dire que Joseph Kabila, on dit qu'il est katangais, des pères et des mères, et tout, donc, mais il a pris les armes. Je vous citerai beaucoup, donc, ils sont nombreux, tous ces gens qui ont pris les armes. En tout temps et en tout lieu, l'on a connu de fous. Et aujourd'hui, on continue à connaître des fous. Et quand quelqu'un est terroriste, on l'appelle fou. Et on peut perdre la lucidité pour les intérêts matériels. Et donc, cela n'entraîne pas que si votre frère venait à dérober des choses dans la maison, il cesse de votre frère. Donc, ceux qui ont pris les armes pour les intérêts, soit par la soif du pouvoir, soit par rapport aux intérêts matériels, ce sont nos compatriotes à partir du moment qu'ils sont congolais. Pourquoi ensemble se sont menacés? On va terminer ce débat de nationalité pour parler de la CENI finalement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais dites-moi pourquoi ensemble se sont menacés? Pourquoi l'Église catholique, à travers le cardinal, pense que c'est une division? Alors, de manière très claire et simple, parce que, comme Mayele le disait, au Congo, on est un pays de savants, de professeurs. Il y a des choses qu'on peut parler de manière très simple. Aujourd'hui, si vous voyez une personne être contre la définition précise et claire, parce que la loi Tiani, il faut que nous puissions l'enrichir avec ce que vous venez de par ailleurs de dire, il faut qu'on puisse définir de manière très claire et non conflictuelle de qui est congolais. Et donc la loi Tiani nous donne l'occasion de pouvoir prendre une loi claire donnant une définition définitive de qui est congolais pour que les générations futures ne soient plus confrontées à la même difficulté et qu'il n'y ait pas d'autres rébellions. Quand vous regardez l'exposé des motifs et de la Constitution, on dit que la question des nationalités a conduit à ce qu'il y ait des rébellions. Donc, le cardinal Tata Molimo doit comprendre que cette question, nous devons aujourd'hui l'aborder dans toute sérénité pour mettre en place une loi qui fera que nos enfants ne tombent plus sous les coups de balle à cause de ceux-là qui sont imposteurs, qui voudront piller le Congo en disant que nous sommes aussi Congolais et vous nous refusez. Donc, il faut qu'il y ait une loi claire. Très bien. Et là, une fois qu'on a dit cela, par cette loi claire, c'est que quand vous prenez l'article 10, il renvoie à une loi organique. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il nous faut réviser la Constitution comme certains le prétendent, sans le prouver scientifiquement. Je mets quiconque à défi, qui a prétendu et qui a
embrouillé inutilement Pouloulou, qui n'était pas en mesure parce qu'il n'est pas juriste. On lui a dit non, il faut réviser la... Non, il ne faut pas réviser la Constitution pour que la loi Tchani passe. C'est lui qui veut dire ça, vous l'invitez, je lui démontre qu'on ne peut pas. Première chose. Oui. Deuxième chose, sur cette question d'irrévocabilité, c'est un débat qui me paraît inutile parce qu'on n'a pas lu la loi. Il faut qu'on puisse tout simplement aller à la loi sur la nationalité. Il est prévu la possibilité donc de recouvrer sa nationalité. Et vous étiez en train de me dire, si vos enfants ou bien toute personne qui a perdu la nationalité, comment il pourra faire? Non, cette personne peut recouvrer donc sa nationalité. Donc la notion d'irrévocabilité, je trouve que c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que la loi l'a déjà prévu. Et enfin, pour finir dans ce que vous êtes en train de me dire, pourquoi les uns et les autres sont contre cette loi? Je vous ai donné deux critères simples et clairs. Et là, on a compris. Le premier critère, c'est que si on n'est pas congolais et qu'on veut s'appuyer et piller le Congo, parce qu'on est étranger, on veut entrer dans cette brèche-là, ouverte par nos lois qui ne sont pas claires, pour réclamer notre nationalité et nous tromper et nous piller en disant qu'on est congolais alors qu'on a une âme ailleurs. Première considération. Deuxième considération, ce sont ceux-là qui sont au service des étrangers, qui défendent les intérêts des étrangers qui ne sont pas congolais, qui combattent cette loi. En dehors de ces deux critères, il n'y en a pas. Maintenant, s'il faut qu'on entre dans les détails scientifiques et on en parlera à notre jour. Très bien. Nous sommes ouverts à tout ce débat-là. Alors, l'Église catholique nous a parlé, je veux dire, les confessions religieuses dans la question de la CENI. Il y a eu un vrai débat autour du sujet. Les uns ont parlé de la dépolitisation, d'autres ont parlé finalement de plein d'autres trucs. Et moi, personnellement, j'ai invité les gens à prendre le courage, à supprimer carrément la CENI, à redonner la confiance au ministère de l'Intérieur. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont pris la même position, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est au niveau où les 6 confessions religieuses, les pasteurs de réveil, ont choisi un candidat, et que l'Église catholique et les CC, eux aussi, ne sont pas d'accord avec le choix des 6 confessions religieuses, jusqu'au point que M. l'abbé Chollet l'a dit, a si bien dit, pourquoi les 6 confessions ont toujours un candidat depuis la nuit des temps. Pourquoi ils ont toujours un seul candidat? Là où le problème se pose, c'est à ce niveau-là. Monseigneur Outembi a parlé de la corruption, que les conseillers, certains conseillers du président seraient en train de manigancer tout ça, et qu'il aurait vu pour un candidat pour qu'on le maintienne là. Alors, toute cette supercherie autour du candidat CENI, pensez-vous qu'on est sorti de l'auberge ou on est véritablement dans un vrai chaos? Pour terminer, l'abbé Chollet, le prophète ou pasteur Kamba, dit qu'ils ont été chassés. Et l'abbé Chollet dit qu'il n'était pas question, on n'a pas chassé les gens. Lui, il avait sommeil. À 21h, il était fatigué. Il a dit aux gens, écoutez, moi, je vais éteindre la lumière, je vais fermer le portail, mais je ne vous ai pas chassé. Alors, votre point de vue sur tout ça, tout ce qui entraîne l'affaire? Écoutez, Christian, tout ça, surtout quand on le vit de loin, comme je l'ai vécu, c'est nauséabondant. Ça sent mauvais et ce n'est pas bon. Ça ne rend pas digne de nos religieux. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de dire ceci. Personne ne saura ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, parce que nos religieux, quand ils se sont retrouvés entre eux, comme pour chercher la fumée blanche, ils s'enferment. Et ils ne laissent pas leur débat, alors que c'est une question d'intérêt général. Je crois que pour l'avenir, si la question continue à être soulevée, il faudra que leur débat soit public. Pendant qu'ils sont en train de délibérer sur les candidats présidents de la CENI, ça aurait été qu'ils laissent ça public. Comme ça, tout le monde est témoin. On ne viendra pas nous dire, comme Sonny Kafote l'a dit, que Nazawese, Sona Bandi, Colomba, Abignoswokim. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées. Alors que le principe, c'est sortir un président pour les élections dites libres, transparentes. Alors, on dit la fraude corrompt tout. Si les candidats qui doivent nous garantir les élections libres, transparentes,
est issu d'une fraude, on ne peut rien espérer. Alors, pourquoi on avait souhaité qu'un candidat président de la CENI provienne de religieux? Parce qu'on estime qu'ils sont quand même... Parce qu'on a présumé que face à la défaillance morale de notre société, que les religieux au moins étaient présumés saints. Aujourd'hui, ils nous apportent la preuve qu'ils sont des hommes comme nous autres, faits de l'eau et du sang, et qui ne sont pas saints. Alors, que devons-nous maintenant tirer comme conséquence? Vous avez des lois. Et je me suis intéressé à comprendre un peu que dit la loi si les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Il y a un vide juridique. Un vrai vide alors. Ok. Non, mais plutôt le président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et puis après, ça s'arrête là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bon. Est-ce qu'il appelle à la concertation? Qu'est-ce qu'il fait en réalité? Alors, depuis un temps, on nous a donné un candidat que l'on dit c'est le candidat du président de la République, les conseillers. C'est là où vous parlez de la corruption. Je crois que ça doit être l'homme qu'on nous a présenté comme le grand expert, c'est M. Kadima, si je ne me trompe pas. Pourtant, quand vous regardez dans l'histoire du Congo, si vous voulez regarder qui est expert, vous verrez qu'il y a eu une première association ou premier mouvement créé ici au Congo qu'on a appelé la Ligue des électeurs. Ça, c'est le premier. Et vous avez le président de cette ligue-là qui s'appelle Paul Sapou, qui est pionnier de tout ça. Mais on n'en parle pas, comme par hasard. Non, mais vous n'allez pas comparer les compétences de M. Sapou, M. Kadima. On a tous vu les CV. Il n'y a pas de comparaison. Ah bon, ok, très bien. Ok, très bien. Et à ce moment-là, c'est justement, c'est ça, les gens qui ont des médias, qui mettent des moyens, qui s'autoproclament experts. Parce qu'ici, c'est un pays d'experts. Comment on devient expert? On va vous dire, mais c'est comme ça. Donc, quand vous parlez d'expérience... Oui, prenons le cursus. Mais vous prenez le cursus de Paul Sapou, mais je vous dis, c'est le premier d'entre eux. Non, mais il a été invité dans quelle organisation électorale à travers l'Afrique? La première élection sérieuse et digne de son nom, c'est l'élection prestigieuse de Nelson Mandela. Oui. Regardez, vous voyez Paul Sapou là-bas. Oui, vous allez voir Kadima aussi? Ben, non. Vous allez voir Kadima aussi? Oui. Ok, très bien. Quand vous parlez des élections, les élections sont nationales. Oui. L'expertise, vous ne pouvez pas venir avec une expertise de l'extérieur pour dire que parce que je viens de l'extérieur et que vous n'avez pas fait preuve dans votre propre pays, pour dire que bon, vous êtes expert. Non, pour être expert, si vous voulez, on n'exclut pas l'extérieur, mais il faut combiner les connaissances locales et extérieures. Quand vous prenez ici au Congo, je vous dis, à la conférence nationale, vous avez la Ligue des électeurs, par laquelle est passé qui était formateur de Abbé Malmalou, qui a été le premier de la CENI, c'est M. Paul Sapou. De Cronsard Malonda dont vous parlez, ils ont été tous nourris au moment de M. Paul Sapou. Première considération. Deuxième considération, au plan international en termes de crédibilité, pour lutter par rapport au changement de ce pays. Vous avez vu M. Paul Sapou en train de se battre avec Louis Michel au Parlement européen. Vous ne connaissez pas un certain Kadima. Donc voilà, je vais tout simplement dire. Non, pas ça, parce que en termes de le bureau, moi je respecte beaucoup la carrière de M. Sapou, son cursus, je respecte beaucoup. Mais seulement, je n'ai personnellement pas vu son CV. Je n'ai pas vu son CV. Je ne peux débattre que si j'ai les CV. Il nous suit et on va vous communiquer le CV. Et puis à ce moment-là, j'aurais bien été à l'aise. Par contre, Kadima, vous avez ces références au niveau de la Fondation Carter, qui est l'une des prestigieuses institutions de contrôle d'observation des élections à travers l'Afrique. Je vous arrête un peu. Donc, comme vous n'avez pas, il faut, avant de commencer, parce que vous êtes journaliste et vous êtes trop suivi, votre voix porte, avant que vous puissiez commencer à parler du CV de Kadima que vous avez eu, à ce moment-là, pour que le débat soit équilibré, attendez aussi. Non, moi je ne les oppose pas du tout. Hein. Non, je ne dis pas vous les opposer. Pas du tout. Que je vous veux voir. Aussi, parce que quand vous parlez de Fondation Carter, bon, tout le monde connaît dans ce pays. Oui. Paix à son âme. Et Floribert Chebeya, tout le monde connaît.
un grand militant des droits de l'homme, qu'on salue, n'est-ce pas? Ben, vous le verrez. Et qui était avec, c'est Paul Sapo. Donc, vous ne pouvez pas tourner la page du Congo en tournant votre bouton de radio ou de la télé, parlant de l'historique, tant sur le terrain des droits de l'homme, tant que sur le terrain des élections, sans que vous puissiez voir Paul Sapo. Donc, non, on va exclure les droits de l'homme, ça n'a rien à voir. Hein. Ce que vous parlez de Chibéa, ça n'a rien à voir avec les élections. Chibéa, c'est dans un autre secteur, rien à voir avec le cursus électoral. C'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas contre ça. Parce que je suis dans une situation où je n'ai pas ces éléments. Quand j'aurai les éléments de M. Sapou, je vais les comparer aux éléments que j'ai et je pourrai me faire une idée sur la personne. Je peux parler de M. Kadima parce qu'au moins lui, j'ai pu voir son CV. Les CV de M. Botoko, si c'est Botoko de l'Église catholique, j'ai vu le CV, je me suis dit, mais non, c'est bon, quand même, on va laisser un peu à côté. Christian, Alors, voilà. Quel est le critère fondamental? Ouais. Parce que je crois que le Congo, nous n'allons pas trop avancer si on reste dans les mythes. Le Congo est trop dans les mythes. C'est pour ça que vous voyez les gens qui n'ont pas pu étudier dans leur jeune âge dans les cursus normaux. Parce que, vous savez, en Europe, on dit de l'enfant, à un moment donné, quand il ne s'adapte pas, on dit qu'il est sorti du circuit scolaire. Vous avez beaucoup de gens qui étaient sortis du circuit scolaire, qui aujourd'hui sont devenus ministres, devenus avec poste, ils rentrent aux études et deviennent des professeurs. OK? Je n'ai rien contre, parce qu'il n'y a pas l'âge pour apprendre. Mais toujours est-il que, quelle est la volonté d'aller vers les études? Si c'est animé pour aller apprendre, est une chose. Mais si c'est aller pour s'attirer un statut et venir s'imposer dans la société, là, il y a un problème. Donc, dans notre société aujourd'hui, la CENI, restons sur la CENI. Je suis sur la CENI. Vous avez le mythe des diplômes. Ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est l'effet de la colonisation mentale. Donc, vous allez voir quelqu'un qui vient avec un CV, j'ai été à Sorbonne, j'ai été à Harvard, tout ça. Ok, ça c'est très bien. Ben, vous n'allez pas les interdire de l'avoir fait. S'ils ont fait ça, ils l'ont fait, ils doivent parler, il n'y a pas de problème. C'est un critère suffisant pour être président de la CENI. Le critère principal, parce que nous parlons de la CENI, le critère principal pour être président de la CENI, ça doit être l'intégrité morale. Ah, encore qu'il n'y a pas de carte de délivrance d'intégrité. Non, cette intégrité morale. C'est des présomptions en tout cas. Cette intégrité morale et cette présomption. Dans l'Antiquité Rome, vous avez un paysan qui a dirigé Rome. Et quand il a fini de diriger Rome, il est rentré au champ. Donc, c'est qu'à un moment donné, de la défaillance d'une société, on a besoin, parce qu'on n'a plus confiance à personne, mais la société elle-même va désigner les braves d'entre eux. Quand vous allez dans Bandaka Natal, et comme il y a une crise morale, vous allez trouver des jeunes gens qui disent « Ah, nous nous reconnaissons Christian Bossembe ». Et à partir de cette reconnaissance-là, Christian, on ne vous reconnaît pas parce que vous avez des diplômes, on ne vous reconnaît pas parce que vous êtes plus intelligent de toute la nation, mais on dit, au moins en ce jeune homme, nous trouvons qu'il y a l'intégrité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est ça pour qui sera président de la CENI? D'abord, encore qu'il faut qu'il arrive à convaincre l'Église catholique, à convaincre l'Église protestante. Est-ce qu'il a le soutien de ces deux églises? Ça, je n'en sais rien. De ce que je sais de lui, parce que moi, je n'étais pas venu si vous parlez de Paul Sapo. Mais j'ai eu l'avantage, n'est-ce pas, quand nous nous battions pour qu'il y ait les élections dans ce pays. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts pour les élections parce que l'on considérait que M. Kabila voulait empiler le troisième mandat. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai eu le bonheur, je dis bien le bonheur, de connaître M. Paul Sapo et qu'ensemble, on était en Belgique et que l'on a été, on devait accompagner, parce que ce n'était pas facile, de se lever comme ça, un petit nec, au Parlement européen et s'attaquer violemment à Louis Michel. Ça n'a pas été facile. C'est à cette occasion que je découvre Paul Sapo et puis qu'on chemine, qu'on fait beaucoup de conférences et de débats par rapport au changement pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Nous avons été même fichés, nous ne pouvions plus mettre les pieds dans ce pays. Nous sommes heureux aujourd'hui de revenir au pays parce que vous savez que sous Kabila, ce n'était pas facile. Donc, ce que je suis là en train de dire, c'est que l'intégrité morale, c'est le critère premier. Vous pouvez être truffé de diplômes. Je n'ai pas dit qu'on n'en a pas.
Mais je me dis qu'on peut avoir beaucoup de diplômes. Encore faudra-t-il dire que les diplômes n'ont pas, n'ont pas fait leur preuve. Mais comment résoudre l'équation de la CENI? On va se lever pour terminer. Bon, l'intégrité morale donc importe. Et comme cette intégrité morale importe, je considère que c'est le premier critère. Alors, comment résoudre l'équation de la CENI maintenant? Ben, comment résoudre l'équation de la CENI? Je suis de ceux-là qui pensent qu'au final, il va falloir que le président de la République s'implique parce qu'il y a un vide juridique. En faisant quoi exactement? Ben, j'exhorte qu'il y ait un consensus et que les religieux se ressaisissent parce qu'il y voit de... Parce que s'il y a une déchéance morale à l'Église, la société sera perdue. Donc, ils ont intérêt de mettre de l'eau dans leur vin pour se surpasser. Première chose, j'ai dit. Et si les religieux n'arrivent pas à se surpasser, eh ben, et qu'ils n'arrivent pas à présenter un candidat qui fait consensus, et non pas des candidats qui, avant même qu'ils viennent, ils ont mis de l'argent à gauche-droite, ils se sont fait passer pour des experts. Non. Et d'ailleurs, j'aurais proposé un débat, comme on fait en France sur le primaire, que les candidats là, comme ils ne se mettent pas d'accord, que le peuple arrive à découvrir qu'il y a un débat organisé. C'est pas statutaire, c'est pas statutaire, c'est pas dans la loi, écoutez, rien n'oblige ça. La loi, il faut Christian. Et puis encore que pour être candidat à la CENI, on n'a pas besoin de bons parleurs. On a besoin des gens qui ont l'intégrité. Il y a des gens qui ont l'intégrité. Moïse était quelqu'un de grande intégrité, mais qui n'avait une langue lourde. Vous le savez. Voilà que vous avez compris. Maintenant, vous me rejoignez. Donc, pour dire que ici, nous n'avons pas besoin d'imposteurs. Nous avons besoin de gens qui, au moment où on ne pouvait, tout le monde se taisait, qui a pu parler pour qu'il y ait les élections. Ça, c'est important. Très bien. Comment, quand on est en train de corrompre les gens par le régime qui voulait se maintenir en place, qui a pu résister à la corruption. Voilà le gens. Mais nous n'avons pas de gens qui étaient ailleurs, dans leur bureau climatisé, qui vous viennent avec des CV, des diplômes. C'est pas de leur faute d'avoir été... Bon, c'est seulement au Congo où les études sont un handicap. Mais dans des pays sérieux, plus on a étudié, plus on a beaucoup de chance. Mais c'est chez nous, quand on a beaucoup étudié, dans les pays sérieux, les études sont associées strictement à la morale. Ce qui signifie qu'on ne peut si c'était à la morale, Strauss-Kahn ne serait pas là, hein, sincèrement. Hein. En tout cas, il ne faut pas nous parler de la morale de l'autre côté, parce que nous connaissons le pays où il y a un nombre important de pédophiles, on connaît comment ça se passe. C'est des porteurs de diplômes importants qui sont sortis des grandes universités, mais c'est des pédophiles. Vous êtes sur un terrain d'une autre moralité. Ouais. La moralité pour les études, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à avoir les diplômes en ayant corrompu. On n'arrive pas à acheter les points. Ça veut dire que quand on a un diplôme, on l'a nécessairement mérité. Oui. Et quand on a un diplôme, les diplômes, on en a besoin sur un domaine précis. Mais sur le domaine de la CENI, on n'est pas là pour les diplômes, on est là sur besoin de qui nous garantit qu'il ne sera pas corrompu. Donc, on a besoin de l'intégrité morale. Première chose. Et deuxième chose, enfin, j'en aurais fini. Nous avons besoin, au niveau de ce que l'on appelle CENI, nous avons besoin de l'indépendance. Et je m'inscris en faux pour ceux qui considèrent que la CENI est une structure par excellence politique. Non, la CENI, on l'a voulu apolitique. Mais maintenant, le fait qu'on soit issu d'un parti politique pour entrer à la CENI n'entraîne pas qu'on est devenu politique. Parce qu'une fois qu'on vous choisit d'entrer à la CENI, vous devez faire une rupture. C'est ce qu'on appelle les devoirs d'ingratitude. Vous êtes idéaliste dans la pratique, vous savez que ce n'est pas le cas. Non, mais ce n'est pas le cas parce que... Nous avons vu les présidents de la CENI dans des manifestations politiques. C'est parce qu'on ne forme pas les gens qui soient indépendants d'esprit. Alors, votre fils, Christian Philippe, il a beau être votre fils, mais il a une indépendance d'esprit pour vous dire, papa, ce que vous faites là n'est plus bon. Il ne cesse pas pour autant d'être votre fils. Vous, aujourd'hui, vous dites à votre papa que vous avez beau être mon père, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez faire votre choix d'être de l'ensemble, mais moi, je ne suis pas de l'ensemble. Ça, c'est l'indépendance d'esprit. Pourtant, vous êtes son fils. Donc, quand vous êtes issu d'un parti politique et que vous entrez à la CENI, vous devez avoir ce qu'on appelle... le devoir d'ingratitude. Et donc, vous devez être doté d'un esprit de dire, vous m'avez choisi, mais pour l'intérêt du Congolais, monsieur, vous avez eu 2%, je suis désolé. Les partis proposent de récupérer, retirer ces gens, retirer leur confiance. C'est vrai que dans les innovations de cette récente loi,
on a coupé le cordon ombilical. Ça veut dire une fois que vous avez désigné quelqu'un, il faut vous pouvez plus le qu'on reprendre. améliore aussi, Ouais, il faut qu'on améliore aussi Ouais. la loi dite Lutundula, qui est une bonne loi, mais qui a beaucoup d'angles morts à mon avis. Très Parce bien. que quand on prend par exemple, on dit que la CENI n'est pas une partie au procès, n'est qu'une partie technique expert. Non, comment possible? Donc vous comprenez, il y a beaucoup d'angles morts, mais on n'a pas. Je crois qu'on aura le temps de parler suffisamment de la question. Alors, et pour la 4e République et pour les autres, on en parlera très prochainement. Vous êtes à Kin pour combien de temps encore? Bon, écoutez, je ne sais pas, mais sinon je suis au service de notre population. Très bien. Si vous m'invitez pour la 4e République, je suis pour la 4e République. Je suis pour qu'on mette fin et qu'on sorte de cette constitution de confusion. Merci beaucoup. Voilà. Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï est avocat au barreau de Lille et il preste en même temps en République démocratique du Congo, un défenseur des droits de l'homme. Il parle pour le compte de plusieurs personnes en même temps. Donc voilà. Alors merci beaucoup, Maître Oscar. Merci, M. Christian. En République démocratique du Congo, nous continuons à nous battre aussi parce qu'il y a aussi des. Où sont mes des livres? difficultés Mes livres déjà, ils sont où? Et si on me donne mon sac, Donnez les sacs, je vais prendre mon vous- livre officiellement. Je vais vous donner Ouais. officiellement des bons livres. Oui. Le premier que je vous ai apporté, parce que nos députés doivent faire leur boulot et ils doivent comprendre aussi des choses. Voilà, tout ça pour ça. Ça sont des députés. C'est Wali Bordas. Voilà, tout D'accord. ça pour ça. Ils voulaient Donc, tout changer, ils ont échoué. Ils ont voulu tout changer, mais ils ont échoué. Oui. Et qu'on a cru qu'avec les députés de Macron, Mm. tout allait Ah, changer. vous voyez, la 3e République, la République en marche. Voilà. Bon, il faut déjà penser à garder ça là et je vais le récupérer. Et là, on doit comprendre que les députés doivent comprendre que tout s'apprend. Oui. Et là, on vous dit un peu des anecdotes de comment des députés étaient perdus parce qu'ils devaient apprendre. Bon, là, je vais me limiter là. J'ai donné beaucoup, mais ça, c'est à quand le Congo. Ah, Jean-Pierre Mbelou. Ah, mais il a quand même beaucoup écrit, on dirait. À quand hein. le Congo. Ouais. Voilà. Donc, à quand le Congo, c'est maintenant, Christian, avec ce que vous faites, que le Congo doit se mettre en route maintenant. Nous devons former le Congo de demain, et le Congo de demain se forme aujourd'hui par des lois comme celle de Tchani, Ok. où nous devons indiquer qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà. Merci. C'est ça le Congo de demain. Merci beaucoup. Je vais garder ça là. Je vais les lire peut-être un week-end. Bon, enfin, Ouais, le temps. je voulais vous réserver la caviar, Ouais. mais je suis quand même tellement que vous arrivez à me séduire tellement que je ne me refuse pas. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Prendre la parole. Oh, d'accord. Comme vous prenez tout le temps la parole, Oh, d'accord. ça s'apprend à prendre la parole. Ah, Parce merci. qu'il ne faut pas parler. Ah, c'est un comme ça. Il y a livre, des gens presque qui un livre de parlent poche. sans savoir comment on prend la parole. Merci Voilà. beaucoup, Maître Oscar. Je C'est vous en le prie. plus beau cadeau. Merci d'enrichir notre bibliothèque. Merci de le faire encore. Nous avons le devoir de vous encourager. Merci beaucoup. Mes chers et dames, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.